Bonjour et plutôt bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Expression Livre. Alors ce soir un Expression Livre un petit peu différent, oui, parce qu'il n'y aura pas ni de chronique événement, ni de portrait d'auteur. Il y aura notre ami Riyad Aberkan qui viendra en fin d'émission présenter son ouvrage dans Quoi de neuf lecteur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a beaucoup à dire avec notre invité. Notre invité, c'est Nadir Marouf. Bonsoir Nadir Marouf. Bonsoir, merci. Merci vraiment beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Alors Nadir Marouf est professeur de sociologie et également vous êtes juriste à l'université de Picardie à Amiens. Et nous vous recevons principalement pour discuter avec vous de vos ouvrages. On va en citer quelques autres, puisque vous êtes excessivement prolifique. Alors, il y a des ouvrages qui sont signés par vous, il y a des ouvrages collectifs sous votre direction. Alors l'ouvrage sur lequel nous allons fixer notre attention ce soir, c'est Les fondements anthropologiques de la norme maghrébine. C'est paru chez L'Harmattan et c'est un immense hommage que vous rendez au grand chercheur et ami de l'Algérie, qui était Jacques Berck. Qui était mon maître. Qui était votre maître à penser, et vous le dites ô combien de fois dans votre ouvrage, Nadir Marouf. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Les fondements anthropologiques de la norme maghrébine. Votre ouvrage est constitué de 6 chapitres. Nous allons en donner les référents. Le premier, c'est patrimoine variant et invariant. Le second chapitre, c'est changement social et enjeux culturels. Le troisième, politique et religion. Le quatrième, musique et société. On verra que vous êtes la musique andalouse vous est plus que chère, puisque vous-même vous êtes musicien, hein, pianiste. J'essaye en tout cas. Si, il paraît que oui. Enjeux de savoir et enjeux de pouvoir, et enfin maghrébinité, sens et praxis. Alors, voilà donc un menu copieux. C'est pour cela que d'ailleurs qu'il n'y a pas ces 2 chroniques, hein, mais on verra également un petit peu votre parcours, puisque vous dites quelques mots de votre parcours personnel pour mieux vous comprendre et pour mieux comprendre pourquoi vous avez choisi ces axes de recherche, hein, votre recherche, puisque vous avez été à un moment donné en Algérie, ce qu'on appelle un commis de l'État, hein, mais que vous avez voulu très vite reprendre vos études universitaires, et c'est ce qui a par la suite conduit, si je puis dire, votre sens de la vie. Vous avez trouvé votre sens de la vie dans la recherche. Alors, recherche sociologique, recherche anthropologique, mais tout de suite, ce que je voudrais, c'est que... On va commencer, si vous voulez, par la fin. Bon, votre ouvrage, c'est pas mal d'articles, de communications que vous avez pu faire en France, à l'étranger. Mais pourquoi je commence par la fin? Parce que c'est quand même la question fondamentale que vous posez. C'est-à-dire qu'à partir notamment de ce fameux ouvrage de Jacques Berck, Le Maghreb entre deux guerres, qui a été pour vous, je dirais, le tremplin, celui qui vous a titillé avec Anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss, hein, mais surtout cet ouvrage, vous vous êtes posé tout de suite la question, et vous le dites très très bien à la fin de votre ouvrage, qui est votre conclusion, on y reviendra à la fin de l'émission, à part cet ouvrage, il semble bien que nous, en tant que chercheurs maghrébins, et je précise bien en tant que chercheurs maghrébins, peu de recherche, hein, sur le Maghreb après la guerre, 39-45 bien évidemment, hein, et comment situer aussi dans le temps, hein, les changements de structure qui vont en sociologique, économique, politique, mentalité et également environnementaux, qui vont avoir dans nos 3 pays. Alors, première chose, vous dites, je vais aller, si vous voulez, je vais trivialiser vous dites, nom d'un petit bonhomme, c'est comme si le Maghreb n'existait pas. C'est-à-dire, vous dites, tout d'un coup, on est hors maghrébinité. Alors ça, je voudrais qu'on commence par cela, parce que c'est très important. Oui, d'abord, j'ai été pendant toute ma période de vie d'étudiant, à l'époque où je commençais à un petit peu m'intéresser aux questions du terrain et à la recherche, j'ai été abreuvé par des auteurs, bon,
qu'on appellera des orientalistes. Il y a des bons et des mauvais orientalistes, mais enfin, je ne sais pas quel est le statut de Jacques Berck par rapport à cette question. Ce sont des gens qui nous ont ouvert les yeux sur des réalités que j'appellerais transversales, c'est-à-dire qui oblitèrent l'existence de frontières qui sont une entité juridique, bien sûr, avec laquelle il faut compter. Mais j'ai été imprégné par cette vision de transversalité, de récurrence, et j'ai été pétri par l'idée qu'il y a une maghrébinité forte au niveau de la base, au niveau des pratiques sociales à la base, au niveau populaire, n'est-ce pas? Mais évidemment, tout le problème qui va se poser, c'est comment aborder cette maghrébinité en tant que telle, même si on travaille sur un terrain réduit. Forcément, quand on choisit un terrain, on travaille sur un précaré. Alors, tout le problème, c'est la relation entre le local et le global, si vous voulez. Donc, il y a des questions de méthode qui se posent. Mais il y a aussi les contraintes de la recherche, qui très souvent, sur le plan institutionnel, ont amené un certain nombre de générations à entrevoir la recherche dans le cadre de l'Algérie en tant qu'entité juridico-politique. Alors qu'il y a un certain nombre de questions qui sont récurrentes, quel que soit le lieu. Donc on peut les retrouver au nord comme au sud, oui, à l'est comme à l'ouest. Je parle déjà du pays qui est immense, je parle d'Algérie, mais on peut retrouver des signes intéressants tout au long du Maghreb tout entier. Si vous voulez, pour moi, le Maghreb est une entité anthropologique qui est très forte et qui s'enracine dans une histoire millénaire. C'est ce que vous appelez d'ailleurs les invariants. Absolument, absolument. C'est ce que vous appelez les invariants dans votre premier chapitre, hein, qui introduit justement cette question. C'est pour ça que votre premier chapitre, hein, vous introduisez, vous questionnez sur ce problème de variant et invariant, et vous y répondez à la fin, hein, par un article ou une communication, je crois, où vous dites, voilà, la problématique, c'est que au niveau de la recherche, ne parlons pas au niveau politique ou administrativo-politique, etc. Tout cela, où là, peut-être qu'on a inversé la question, c'est-à-dire qu'on a voulu mettre un Maghreb d'en haut, alors qu'il faut chercher un Maghreb d'en bas. Bien sûr. Et qui ne peut se constituer que de cette façon-là. Bien sûr, bien sûr. Mais on va le retrouver aussi, y compris chez nous, hein, dans ce que vous appelez territoire, territorialité. Vous posez oui. C'est-à-dire que c'est une question à la fois juridique, historique et anthropologique, si vous voulez, c'est un problème complexe. L'histoire de la colonisation française a consisté, entre autres, en ceci, c'est qu'elle a imposé non seulement un certain nombre de normes institutionnelles, mais elle a imposé l'État-nation, qui est une réalité récente dans l'histoire européenne. Vous savez que l'unité nationale en Allemagne, c'est 1848, l'unité italienne avec Cavour, l'unité de la France, pratiquement en 1830, la Belgique se détache de la France. Donc c'est l'avènement du capitalisme, du capitalisme industriel, voilà. Et donc tout ce qui relève de l'investissement a besoin de protection frontalière. Donc c'est le capital et l'argent qui ont été à l'origine de ce qu'on appelle le nationalisme au sens étymologique du terme. Donc la colonisation française va transposer ce schéma de l'État-nation dans le cas des colonies en Afrique. Bon, ce qui va évidemment poser des problèmes de coupure qui vont être complexes. Par exemple, en ce qui concerne les écosystèmes nomades, on sait très bien, par exemple, qu'il y a des très grandes affinités entre les Touaregs d'Algérie, les Touaregs du Niger, les Touaregs du Mali, qui ont exactement les mêmes préoccupations, qui parlent la même langue et qui évoluent en fonction des aléas du climat, des aléas etc. Donc ce sont des populations qui sont fondées sur la mobilité. Sinon, elles seront évidemment asphyxiées. Donc on a conçu une vision de l'État qui est une vision fixiste, sédentariste, alors que les trois quarts de notre réalité sociale, elle est fondée sur le problème de la mouvance. Donc ce sont des problèmes complexes, on va pas y revenir. Mais si vous voulez, moi, dans mes travaux de terrain, je me suis rendu compte à quel point, dans l'esprit des gens à la base, ils ont encore gardé cette vision d'un espace d'open field, d'un espace ouvert. Par exemple, le vieux Abdeslam qui était Khadé à Tamentit, que j'avais interviewé, j'étais avec Gilbert Grand-Guillaume, un collègue arabisant qui était parmi nous. Qui évoque, je crois, son père et son grand-père. Et là, il évoque son père et son grand-père, et il me parlait de ses pérégrinations avec son père à la fin du 19e siècle, parce que c'était un homme qui était centenaire en 71, 72, quand je l'avais interviewé. Et il nous racontait son espèce d'itinéraire, et chaque fois il nomme des oasis. Voilà. Et pas les pays. Alors il bivouaque d'oasis en oasis, il arrive à Zarzis. Alors moi, bêtement, je lui pose la question, Tunis,
Medina Zarzis. Donc lui, la Tunisie, il ne connaît pas. Il connaît Zarzis. Voilà. Bon, on peut comprendre, évidemment. C'était un Donc, relais. Donc il y a une phénoménologie du rapport à l'espace qui est liée au contexte et aux conditions d'existence de ces peuples. De même, vous retrouvez cette transversalité, même au niveau des villes. Vous savez très bien que les vieilles Médinas ont été des villes qui ont établi énormément de relations. Fès, Tlemcen, par exemple. Il y a une anecdote, enfin un proverbe qui était évoqué par Alfred Bell en 1913. Il parlait des tisserands de Tlemcen Oui. qui attendaient le client, parce que c'était des gens qui travaillaient à la commande. Et quand il ouvre la boutique, et il disait « Kis ala kis ». يا سيدي مولاي إدريس الله يغنيك يا فاس والله يخليك يا بلاد النصارى. Bon, c'est assez sévère pour Blad Nsara, mais je pense que c'est toute la mémoire traumatique de l'époque inquisitoriale qui est là, qu'on retrouve très souvent dans certaines formes de proverbes de ce type. Bon, il y a effectivement une relation à l'espace qui est complètement différente, bon, qui est morte de sa belle mort, parce que maintenant il y a de nouvelles générations qui apparaissent et qui ont été pétries dans une autre configuration. Mais ça me paraît essentiel. Tout à fait. Alors, y compris sur je dirais les États-nations constitués. Vous donnez un très bel exemple d'ailleurs. C'est concernant, à un moment donné, les pérégrinations de Charles de Foucault au Maroc. Oui. Alors ça c'est intéressant parce qu'y compris même dans ce qu'on appelle aujourd'hui ces États constitués totalement du Maghreb, alors c'est passeur. Ça c'est un problème qui était un phénomène maghrébin et plus encore du Maroc, parce que le Maroc a gardé une continuité monarchique depuis Moulay Idriss sans discontinuer. Une continuité monarchique fondée sur le principe de légitimité shorfa. Voilà. Bon, hein, alors sauf quelques exceptions. Bon, enfin. Et alors, ce qui fait le ciment du royaume du Maroc, c'est le rattachement profond à l'allégeance royale. Mais on a affaire à des pays segmentés, compartimentés. Alors, Charles de Foucault va rencontrer ça un petit peu à son insu, si j'ose dire. Et ce texte, ce travail cette enquête a été, enfin je ne l'ai pas faite, mais elle a été faite par un collègue marocain, Abdelahad Sebti, que j'avais rencontré à l'université de Harvard à Boston en 89 pour un colloque qui s'appelait le Maroc du 19e siècle, le concept de crise. Hein. Est-ce qu'il faut dire inhitat ou est-ce qu'il faut dire azma? Parce que le terme azma est assez récent dans la terminologie, mais c'était plutôt une vision de la temporalité, enfin bref. Et alors il parle de Ztata. Le Ztat, c'est le passeur, qui peut être un truand, qui peut être quelqu'un d'une grande famille. Tout à fait. Donc il y a plusieurs ingrédients, plusieurs cartes de visite qui font que le passeur est crédible et qui peut donc traverser une province qui n'est pas de sa province d'origine et qui a permis donc à Charles de Foucault de faire une itinérance qui a duré presque une année, quoi, pour aller de Tanger jusqu'à Mogador, parce qu'il devait ensuite aller vers le Sahara algérien. Et donc, ce qui montre qu'il y a des provinces qui ont des espèces de structures internes très fermées, mais la seule relation qu'il y a entre une province et une autre, elle passe par l'intermédiation du royaume central. Voilà, c'est des relations triangulaires. Voilà. Alors ça, si je vous fais évoquer tous ces points, c'est parce que, bien évidemment, on va voir que cela, c'est-à-dire le segment, n'est-ce pas, et le général vont être très présents dans tout votre ouvrage. J'en veux pour exemple quand vous parlez du droit. Vous dites, alors, il y a ce qu'on appelle le droit dit entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre traduction possible pour aujourd'hui, c'est le droit dit coutumier, hein, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans le village avec le djemara. Vous dites par la suite, dans ces trois pays du Maghreb, mais prenons l'exemple de l'Algérie, il va y avoir le droit musulman, hein, Sharia, et puis il va y avoir le Code Napoléon, le droit français, hein, issu du droit romain. Et vous dites, c'est très étrange. Et puis les trois Algériens aussi. Hein. Et alors voilà, et ce qui va donner naissance à la quatrième mouture, qui est le droit algérien que l'on connaît aujourd'hui. Alors vous dites, voilà comment, tout d'un coup, on n'a pas voulu voir ce qu'on pouvait en tirer, par exemple, hein, de ces trois éléments, pour essayer de faire quelque chose qui tienne la route, en fonction d'une réalité, mais on a surplaqué, hein,
Et on a rusé avec les trois droits pour essayer d'en sortir quelque chose qui peut à peu près tenir debout. Oui. Alors, je ne sais pas qui a rusé. Vous parlez de la société civile ou bien de la ruse du législateur? Moi, c'est surtout la ruse de la base. Exactement. Oui, moi j'ai surtout travaillé sur ces questions à partir du foncier, parce que j'ai travaillé sur le foncier. Et effectivement, j'avais l'intention un peu folle de faire une cartographie, j'allais dire juridique ou socio-juridique du Maghreb, ou en tout cas de l'Algérie, pour voir quelles sont les régions où il y a une prépondérance du urf, coutumier, et des régions où il y a une prépondérance de la charia, et des régions où il y a une prépondérance du droit colonial, du droit colonial, dans le contexte évidemment de la colonisation. Et j'aurais pu le faire, bon, ça m'aurait demandé du temps, et cartographier tout ça. Alors finalement, l'idée c'est que les régions les moins céréalières, qui sont dans les piémonts, qui sont un petit peu arc-boutés sur les montagnes où la terre n'est pas la terre est ingrate, nous avons affaire encore une prépondérance du droit coutumier où les gens continuent à fonctionner suivant les principes communautaires. C'est ce que en droit romain on appelle la res communis, la chose de la communauté, de l'ejma, si vous voulez. Et puis dans les plaines, dans les régions de plaine, alors vous avez certaines régions de plaine qui sont éloignées des grands centres urbains où prévaut la charia, et c'est là où on a une densité maraboutique d'ailleurs assez importante. Vous avez un réseau maraboutique où la baraka évidemment est en relation avec la production agricole, parce que nous sommes dans un système où une partie de ce qui était récolté était donné un peu une sorte d'offrande ou de fiscalité souterraine, comme disait Jacques Berck, à ces grandes familles notables. Et puis il y a des plaines un peu plus avantageuses, mieux irriguées, et puis autour des grands centres urbains, où va prévaloir la colonisation, c'est-à-dire le droit colonial. Et dans les expertises, parce que j'ai eu la chance de faire des expertises avec mon père, qui était expert foncier dans les années 60, de 64 jusqu'à 75, j'ai pratiquement travaillé avec lui. C'était d'ailleurs ça qui m'a inspiré la thèse que j'avais soutenue à l'époque sur l'indivision. On se rend compte que, par exemple, on est obligé de travailler avec ces paliers, avec ces paliers différentiels. Il n'y avait pas de règles strictes pour pouvoir, en quelque sorte, donner une appréciation sur les situations conflictuelles et litiges qui existaient à l'époque. Alors, il y a une chose qui relève de cela, c'est-à-dire avec la distance bien loin du droit, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, je dirais, et pas seulement en Algérie, il y a toujours eu deux pôles antagonistes. C'est la res communis, et la chose du prince. Voilà. Bon, c'était le droit imminent du pendant les périodes féodales ou pré-capitalistes. Et c'est le droit imminent de l'État, fût-il l'État laïque, parce qu'il a un droit de préemption, il a un droit d'expulsion, etc. Si bien que très souvent, je remarque par exemple, en ce qui concerne la gestion des territoires, soit des steppes, soit des zones arides, sur lesquelles, hélas, le législateur algérien n'a pas eu peut-être le temps d'approfondir ses connaissances sur les droits réels, sur ce qu'on appelle les régimes de droit réel. On a l'impression qu'il y a un retour de la vision romaine, de la res nullius, la chose de personne. C'est-à-dire tout ce qui ne relève pas du droit public interne est considéré comme une espèce de vacuité, alors que ce sont des espaces qui sont chargés de normes, chargés de juridicité, mais au sens le plus anthropologique du terme. Ce qui a occasionné un certain nombre de petits problèmes, disons, des petites frictions entre la raison communautaire et la raison d'État. Voilà. Un gros sujet qui peut être au cœur même des problèmes de la démocratie à réinventer dans notre pays. Alors voilà, je voudrais quand même qu'on aille sur ce terrain-là, parce qu'il est très important, puisque vous-même, vous dites, vous revenez chaque fois d'ailleurs sur ce sujet en disant le fait démocratique de la Tmara a été par trop souvent totalement évacué ou délibérément rejeté ou ignoré, alors que c'est un des fondements même de la mise en place d'une démocratie, d'un fait démocratique au niveau, non pas seulement de notre pays, mais je dirais dans tout le Maghreb, et de toute façon, de façon universelle presque, puisque vous venez de nous dire que ce n'est pas un fait typiquement maghrébin ou algérien. Alors, vous prenez l'exemple des oasis et de la distribution de l'eau.
hein, des Fogaras. Et vous dites, voilà comment cette distribution de l'eau, la répartition, qui est très complexe, là, quand on lit votre ouvrage, bien que vous avez été jusqu'à la halafa, qui est la plaque de cuivre, où il va y avoir les habbat, c'est-à-dire les petits trous, etc. On va calculer pour chaque, ceux d'en haut, ceux d'en bas, etc. Et tout cela, cette répartition, je dirais presque que ce qui m'a d'ailleurs un petit peu, à la fin de votre ouvrage, à la fin de la lecture de votre ouvrage, de me dire, c'est assez extraordinaire, parce que la symbolique, je dirais, de la Fogara, ressemble pour beaucoup à ce qu'on pourrait dessiner, puisque vous faites un dessin d'un schéma de la Fogara avec de ces différentes répartitions, presque d'un dessin de la société algérienne. Oui, ben, vous savez, j'ai essayé de faire une modélisation du terroir de Zawiz Kounsa, c'est en 72 et 74. C'est une des rares oasis où il n'y a pas eu de transaction en dehors des successions, en dehors des transferts successoraux. Parce que quand il y a des tractions, évidemment, des aliénations vis-à-vis des tiers, donc vous brouillez les pistes. Mais là, on a affaire à une ramification des canalisations à partir du rsali, de la source, que j'ai transposée en termes d'arbres généalogiques, et je retrouve une superposition entre le réseau d'irrigation et les arbres généalogiques. Parce que chaque fois qu'il y a des successions, évidemment, la famille s'agrandit. Hein. Oui, donc il y a une bifurcation, la saga du père, de l'ascendant, en X bifurcation. Et puis alors, ça procède aussi d'un phénomène de translation. C'est-à-dire le terroir va d'en haut vers le bas, jusqu'à arriver à la côte, à partir de laquelle on ne peut pas aller plus bas, parce qu'on utilise l'eau uniquement par loi de gravitation naturelle. Il n'y a pas de surpression, il n'y a pas de ce phénomène on n'utilise pas les éléments mécaniques. On est dans les paléotechniques, si vous voulez. Et alors, évidemment, pour essayer de faire un tour de passe-passe à ce principe de gravitation, ils ont tendance à latéraliser, c'est-à-dire à élargir, un peu comme une espèce de triangle, à élargir les ténures pour essayer de grignoter des pentes les plus douces possibles pour pouvoir un petit peu faire créer des canalisations un peu de. C'est absolument un travail extraordinaire. Alors, il y a tout un chapitre dans votre ouvrage qui est absolument extraordinaire. La question que vous posez, évidemment, c'est la question de la légitimité dans le temps présent de cela. Évidemment, ce sont des réalités qui remontent à un passé lointain. Il se trouve, pour le meilleur ou pour le pire, que ce patrimoine fogarien n'a pas disparu, il est toujours là. Peut-être a-t-il besoin d'un renforcement de la part de l'instance publique pour consolider ce système, si vous voulez. La grande question qui se pose, pour ne pas être aveuglé par une vision un peu trop romancée de ces principes communautaires, c'est que si l'adhérence au milieu, aux contraintes du milieu ont été merveilleusement bien pensées, nous sommes dans une espèce de rationalité pure dans le rapport entre milieu et réponse technique, si vous voulez. Hein. Il ne faut pas oublier que cela s'est fait grâce à la mobilisation massive du travail servile. Oui. C'est un problème réel. Donc évidemment, on ne peut pas rester neutre devant cette réalité. Et ma philosophie, si vous voulez, ne consiste pas à faire disparaître la Fogara pour vouloir faire disparaître les présupposés sociaux de la chose, mais c'est de substituer à ce qui constituait la suggestion principale de la force de travail esclave ou servile par la technique. C'est là où la technologie devient révolutionnaire. Hein. Bon, c'est un grand débat. Ouais. C'est un débat Mais vous dites que malheureusement, ce qui se passe bien souvent, c'est que la Respublica va venir intervenir d'une façon cassante. Oui, alors, ce que je disais, c'est que très souvent le législateur algérien, je le dis, mais sans crier, de vouloir créer ici une controverse, c'est qu'elle rappelle beaucoup plus le principe impérial du droit romain que d'autres formes d'ordonnancement juridique. En ce sens que, peut-être par méconnaissance, par méconnaissance, on a eu tendance à faire quelques erreurs, si vous voulez, qui sont plus des erreurs par méconnaissance que intentionnelles. Des erreurs par exemple, conscientes. Le fait d'avoir, par exemple, de faire un forage proche d'une fogara en aval pour une adduction d'eau au bénéfice d'un rsal, ce qui est une action tout à fait honorable. Oui. Mais lorsqu'on demande aux gens de payer la redevance, alors ils ne comprennent pas que ça, c'est notre eau. Ouais, parce que cette eau qu'ils ont forée, elle fait partie un petit peu de l'espace de la Fogara. Vous savez, la Fogara, c'est comme le droit international, le problème des eaux, souveraineté nationale. Donc, il y a une souveraineté fogarienne. Et ça relève d'une incompréhension. Alors, ils estiment que ça fait partie de leur patrimoine et qu'ils n'ont pas à payer quelque chose qui leur appartient. Il y a eu des cas d'espèces de ce genre, y compris dans les régions alfatières, où les gens
estimaient que l'alpha c'était un don de Dieu et qu'ils exploitaient quelque chose qui faisait partie de leur terroir. Et je me souviens à l'époque où la Comalpha a été créée, il y a bien longtemps, hein. On a transformé des gens qui avaient un rapport marchand avec l'antenne un rapport salarial. Ils sont devenus salariés saisonniers sur un patrimoine dont ils pensaient qu'ils étaient le leur. Mais ces ruptures brutales, en général, ça existe dans toutes les sociétés qui évoluent, mais elles sont toujours négociées. Pour vous donner un exemple, lorsqu'il y a eu la Révolution française, il y a eu un malentendu. Comment dirais-je, ceux qui ont eu bon dos à la Révolution, les paysans, ils ont pensé que la Révolution consistait à réhabiliter cette vision communautaire. Oui, absolument. Gracchus Babeuf, au XVIIIe siècle, qui a inspiré Marx, d'ailleurs, à propos de la notion de communisme. Le terme de communisme a été utilisé par Babeuf. C'est la raison communautaire, c'est-à-dire les gens avaient des terres qui ne relevaient pas de la propriété privée, mais c'est une propriété globale, inaliénable, un peu comme les terres arches. C'est ça. Et ils ont été complètement largués par la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie qui a fait la Révolution française, c'est pas le peuple. Oui. Et il y a eu une réhabilitation, après la Commune, qui a été sanglante. Oui. Il y a une réhabilitation, ce qui fait qu'aujourd'hui, la notion de commune est une notion qui a une histoire profonde. C'est comme si la Jma'a va évoluer vers la forme commune, alors qu'on sait très bien que la structure des communes... Alors voilà, ça c'est important parce que vous dites on a plaqué, hein, pour beaucoup, hein, pas seulement en Algérie, mais dans le Maghreb, on a plaqué ce qui est une structure qui est, somme toute, qui est surtout particulièrement française, hein, il faut le dire, puisqu'elle elle émane principalement de la Révolution française, de l'après-Révolution française, hein, c'est-à-dire la Commune. On a plaqué cette idée sur ce qui pouvait être l'ancienne Jma'a. Et vous dites, là, il y a eu... Je ne sais pas si ça a été fait comme ça. J'aurais souhaité que ce fût cela. Oui. Mais l'évolution telle que nous l'avons connue, c'est pas ça du tout. Au contraire, la Commune de la post-indépendance a été plaquée sur la Commune du Troisième République. Quoi. Voilà. Alors, oui, après, il y a eu le changement. Mais alors, il y a eu un problème parce que dans l'imaginaire, hein, l'indépendance, c'était bien, pas seulement pour le paysan, et on verra sur la question du paysan, paysannerie, paysanité, etc., c'était de dire, bon, il n'est pas question de changer juste la terminologie, c'est-à-dire, voilà donc une commune qui était à l'époque coloniale et qui devient aujourd'hui commune algérienne, hein, ce n'est pas ça, mais c'est bien, l'attente était bien au départ, à part les premières années d'euphorie, hein, c'était bien de prendre en considération ce qu'il y avait de totalement particulier, de totalement maghrébin, je dirais algérien profondément, et chacun dans son terroir, dans son territoire, et en prenant en considération cela, revoir un petit peu ces structures. Hein, on verra qu'à un moment donné, vous parlez parfaitement bien, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette question autre, hein, qui est différente, mais concernant la laïcité, mais aussi la question démocratique, hein, l'enjeu du pouvoir, etc. Vous dites, voilà, il y a eu un plaquage. Alors, au début, bon, les gens ne s'en sont pas rendus compte, parce qu'en plus, il y avait ce qu'on appelle la redistribution de cette rente, donc le pays devenait un grand salariat. Hein. Oui. Donc, on s'en souciait peu. Mais les années passant, là, le problème va se poser. Donc, crise sur crise, parce qu'on n'a pas voulu se rendre compte de cela. On a surplaqué sur des choses qui n'étaient pas du tout en attente du citoyen ordinaire. Hein. Mais lui, jusqu'aux années 70, bon, ça fonctionnait. Bon, comme vous dites très très bien, qu'est-ce qu'il attend ? Bien manger, bien dormir, qu'on le prenne en charge, c'est l'état parent. Tant que l'état parent fonctionnait tel quel, bon, les choses ne ressortaient pas, ne revenaient pas à la surface. Quand l'état parent n'existant plus, ou rejetant ses responsabilités, ou plutôt hein, les mettant sur, se déresponsabilisant et mettant les responsabilités sur les sociétés nationales, d'autres acteurs, alors là apparaissent évidemment les grandes contradictions, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas voulu voir à partir de 1962 sur eh bien, la problématique différente, hein, que évidemment, et c'est ça qui est étrange, c'est que même le colonialisme, et quand vous parlez par exemple du droit, même le colonialisme à un moment donné a été obligé lui-même de ruser.
sur cette question. Ah oui, bien sûr. Parce que c'était une réalité incontournable. Non, c'est-à-dire que le colonialisme, il avait un choix là, il a fait un choix à la carte. Voilà. C'est-à-dire toutes les régions qui ne lui paraissaient pas essentielles pour son appétit. Bon, c'est le statut comté. Donc il y a eu une certaine continuité des droits locaux, si vous voulez, notamment dans les territoires du Sud. Le Sud ne constituait pas un enjeu pour la France. Absolument. À part le pétrole, quand il y a eu le ça pétrole, c'est mais récent. ça, Donc il n'y avait pas une quête de colonisation dans le Sud. D'ailleurs, les premières occupations de l'armée française dans le c'était Sud des le débuts montrent. du XXe siècle. Ils ont introduit un impôt per capita qui a été une catastrophe. Enfin bref. Mais par contre, ils ont eu une certaine, ils ont eu une conception plus, j'allais dire, beaucoup plus libérale, entre guillemets, vis-à-vis de certaines formes de structures traditionnelles. Respectons un peu plus le local. Oui, c'est ça, respectons le local, pas pour faire plaisir au local, mais tout simplement parce que ça ne les intéressait pas. C'est un peu comme le Daïr berbère qui a prévalu au Maroc. Donc entre le Maroc utile, qui était sous administration française, et puis le Maroc inutile, entre guillemets, où les choses ont continué à fonctionner. Ôter la parfaitement bien compris. Voilà. Mais c'est ça. Alors évidemment, maintenant, je ne sais pas quelle est votre question. J'ai perdu un peu le fil. J'ai perdu un peu le fil. Non, la question c'était est-ce que aujourd'hui, et me semble, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, et c'est un petit peu la conclusion de votre ouvrage, vous dites, malheureusement, au niveau de la recherche, au niveau des sociologues, des anthropologues, des historiens, des géographes, parce que vous mettez d'ailleurs un avertissement au début de votre ouvrage en disant attention, arrêtons de segmenter histoire, géographie, anthropologie, sociologie, etc. Surtout pour ce qui est de l'étude du Maghreb, autant voir large, le plus large possible, et c'est ce que vous faites. Parce qu'au niveau de la recherche, on n'est pas allé très loin pour voir où le bas blessé concernant, et seule la recherche peut nous montrer, nous indiquer un chemin de savoir qu'est-ce qui a été totalement mis de côté parce qu'on s'est dit ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ou de toute façon on a voulu surplaquer des réalités qui n'étaient pas les nôtres, bien vu sur le droit, mais on a vu aussi sur les systèmes du foncier, de la redistribution, etc. Mais on va le voir également aussi bien en jeu concernant l'université, en jeu concernant la langue. Est-ce qu'il n'y a pas eu tout d'un coup, on a voulu aller vite, et là, je dirais que la responsabilité de l'intellectuel, du chercheur, c'est d'avoir totalement, pas totalement, j'exagérais en disant ça, excusez-moi, pour les chercheurs, mais de ne pas avoir fait ce travail, et d'abord en Algérie, et ensuite pour voir ces invariants au niveau maghrébin. Oui, moi je pense qu'il faudrait peut-être faire un mea culpa, notamment de notre génération, parce que notre génération, c'est une génération qui a été un petit peu, qui a pris le devant de la scène sur le plan universitaire dès l'indépendance, à 3 ans près. Moi je suis né en 40, donc on était, moi je me trouve responsable dans une université. À 22 ans. À l'âge de 28 ans, vice-doyen, bon, enfin, ça fait un peu rire les étrangers. Et c'est vrai qu'on a été pris dans cette espèce de mouvement qui consiste en ceci, c'est que la recherche en sciences humaines, d'une manière générale, a toujours fonctionné suivant la conjoncture. Et il y a eu une période de révolution agraire, tout le monde a travaillé sur l'agriculture. La plupart des thèses ont été soutenues sur on s'intéresse au monde rural parce qu'il y a un événement politique. Donc, il y a eu la révolution industrielle, etc. Donc, l'État devient la catégorie inaugurale du sens. Et le chercheur n'a pas été suffisamment vigilant pour prendre ses distances par rapport à l'aspect institutionnel, n'est-ce pas ? Bon, mais ça, évidemment, il ne s'agit pas ici de faire de la... Non, c'est pas un procès, c'est une constatation. De faire du masochisme, mais il y a cet aspect des choses. Alors, si vous voulez, avec le recul, avec la maturité, avec tout ce que nous avons connu, l'expérience, et puis voir un petit peu ce qui se passe autour de nous, je pense que le grand mouvement qui va se faire, c'est au moment où on passe d'une conception socialiste de la gestion du patrimoine agricole, pour aller droit au but, qu'on n'a pas été capable de réformer. Parce que la révolution agraire, il faut dire la vérité, c'est qu'elle a fonctionné sur beaucoup de malentendus. Moi, j'ai travaillé assez proche du terrain à cette époque,
J'étais même été souvent consulté par des responsables au niveau du cadastre pour voir, et je me suis rendu compte qu'on connaît c'est pas vraiment le caractère microfondiaire où il y avait peut-être une moyenne propriété. Mais la grande propriété, c'était un slogan. La grande propriété a été réglée avec la liquidation de la propriété coloniale et quelques suppôts de la colonisation qui ont plus ou moins disparu. Mais la réalité algérienne, c'était une réalité de parcellisation. L'Algérie a souffert de la parcellisation durant la période coloniale. Et on s'est rendu compte qu'avec la redistribution et la limitation, etc., on n'a fait que compliquer le problème du cadastre et que ce n'était pas viable pour coopérativiser tout ça. Donc on a créé plus de problèmes qu'on en a résolus, avec en plus le recul de la production qui était déjà pas très brillante. Or, un pays qui importait pratiquement la moitié de ses céréales à l'étranger est un pays fragile. D'où, si vous voulez, cette brutalité avec laquelle on va, à l'époque Chadli d'ailleurs, aller vers l'espèce de l'Eldorado céréalier que constitue le territoire saharien, avec une vision assez prédatrice de l'exploitation de la nature. Parce que forer la nappe albienne, c'est bien beau, mais il faut faire des pronostics, non pas sur 10 ans, non seulement, mais sur un siècle au moins. Que deviendra cet écosystème, etc., etc. Donc ces recherches sur le long terme n'ont pas pu être faites parce qu'il y avait des pressions, si vous voulez, qui étaient politiquement et économiquement agissantes, et on a fonctionné sur des considérations conjoncturelles. Voilà. Alors, cette problématique, si vous voulez, du pourquoi et du comment, mais avec toute la distance critique, c'est quelque chose qui est advenu un peu dans le tard, si vous voulez. Mais on n'a pas fonctionné de façon synchronique avec ces événements. Alors justement, vous marquez d'ailleurs le point en disant on a fait... Et c'est ça, c'est que chaque fois, il semble bien qu'on ait répondu, surtout, je parle après l'indépendance, c'est ça qui est important, hein. On a répondu chaque fois à cette réalité, pour voir cette réalité qui est toujours en mouvance. On n'y a pas répondu en fonction de ce qui existait, en disant, je donnais l'exemple tout à l'heure, on peut voir que ce soit la redistribution de l'eau avec le système Fogara, vous l'avez très bien défini en disant, c'est ça la technologie, l'introduction de la technologie, et que la technologie va devenir révolutionnaire. Hein. Et ce n'est pas de casser le système de fond, que ce soit la question de la Jma'a, que ce soit y compris la question de la langue, ou des dialectes, ou d'autres langues, hein, que ce soit la mazir, ou que ce soit le berja ou le français, toutes choses dont vous parlez dans votre ouvrage, vous dites, on n'a pas voulu commencer par étudier la chose en elle-même. On a pris cela, où on a dit c'est mauvais, c'est pas bon, ça ne correspond à rien du tout, dans le schéma global. Alors, premier schéma, c'était le schéma socialisant. Deuxième schéma, c'était après le schéma libéral. Hein. On a dit, bon, si ça ne correspond pas au schéma, on élimine. Hein. Ça ne nous intéresse pas. Alors, il y a eu, bien évidemment, à ce moment-là, soit on allait tenter d'importer des schémas occidentalisant, où il va y avoir d'ailleurs des paradoxes complètement fous. Hein. Vous citez l'exemple de ce paysan qui vous dit en même temps, moi je suis paysan, je suis fier de l'être, vous les gens de la ville, après tout vous ne faites rien de vos mains, etc. C'est moi qui vous nourris. Thomas Molin Stylo, vous les gens de la plume. Les gens de la plume, de toute façon, moi c'est moi qui fais le pain, etc. Et puis ensuite, quand vous lui posez la question, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu prévois comme avenir pour tes enfants, vous dites, ah ben moi je voudrais qu'ils aillent à l'université, là. Eux disent, attendez, il y a contradiction, là, etc. Alors, ce qui va former hein, toutes ces contradictions, tous ces paradoxes. Alors, de l'autre côté, quand on a voulu, soit par trop sauvegarder hein, des structures sans en chercher le pourquoi de l'évolution, on a aussi, de l'autre côté, importé, structus sensu, des points de vue entre guillemets orientaux. Ça, c'est un peu quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des pays qui ont été décolonisés. Hein. C'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout, non seulement en Afrique, mais dans d'autres pays. C'est cette espèce d'obsession, ce phénomène paradoxal qui est à la fois fait de rejet anticolonial, mais aussi d'obsession d'un certain nombre de valeurs en sous-main, de la raison moderne, enfin, ce qu'on appelle hein, la vision de la modernité. Donc, la tendance a été de plaquer un certain nombre de normes et valeurs
qui ont été hérités de l'ancienne puissance coloniale pour les appliquer dans le pays, au nom de la modernité et croyant bien faire, c'est-à-dire c'est le culte du progrès, avec une sorte de mépris plus ou moins avoué sur tout ce qui relève du folklore, tout ce qui relève du populaire, tout ce qui relève du familier. Il y a une espèce d'obsession vis-à-vis du familier. Le familier n'est pas crédible. Il ne peut être crédible que parce que lorsqu'on trouve un bouc émissaire positif, qui vient forcément d'ailleurs. Hein. Alors, j'ai rarement rencontré des collègues qui ont été formés dans les universités ou dans les facultés scientifiques et techniques. Et c'est extraordinaire, ce qui est difficile de leur faire admettre, par exemple, qu'un certain nombre de principes, de techniques traditionnelles méritaient au moins qu'on s'y intéresse. Ça, voilà. Et puis qu'en moins on dira, bon, c'est pas bon, peut-être qu'il faudrait corriger, etc. Il y a refus global. Voilà. Rejet immédiat. Avec un mépris. Alors, c'est les universitaires étrangères, on vient avec des lunettes noires, on a un discours savant, et puis on croit qu'on va apporter, la manne de la science infuse à ces gens qui ne connaissent rien au problème. Je me souviens une fois, j'étais en train de discuter avec un paysan dans la région de Timimoun, il y avait des pierres qui étaient au bas d'une colline, d'une dune. Je dis, ces pierres, elles servent à quoi? Il me dit, elles servent de rotation. Elles créent une turbulence parce qu'ils connaissent la direction des vents dominants. Et chaque fois que les vents arrivent, le sable tourne autour de ces pierres, ce qui fait qu'en finale, il y a un phénomène d'allongement de la dune et ça freine l'avancée de la dune pour permettre à leur terroir avoir une pérennité la plus grande possible. Mais c'est extraordinaire. Et ils utilisent des affaires qui sont des feuilles de palme pour justement permettre au sable, quand il pénètre dans les jardins, il y a le même bilan sédimentaire. Si vous voulez, le vent qui arrive, il pousse le sable qui est dans le jardin plus loin, tandis que le sable qui est extramuros arrive. Donc il y a un bilan constant. Lorsqu'il y a eu un des villages socialistes qui a été tenté à Amguiden, entre Timimoun et Goléa, ils ont créé un muraille de Chine avec une nouvelle implantation foncière, etc. Au bout de 4-5 ans, il y a eu une dune artificielle qui s'est formée, le village a été littéralement encerclé. Donc c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas du tout pour... c'est pas un culte voué au populisme, etc. Il y a des virtualités révolutionnaires dans le bon sens et dans le savoir populaire. Il faut faire le bilan, il faut faire l'enquête auprès de ces gens-là pour leur dire qu'est-ce qui leur a permis de survivre depuis l'époque d'Hérodote. Hérodote déjà parlait de cette réalité saharienne, elle existait déjà, ces oasis existaient depuis au moins 5 siècles avant Jésus-Christ. Nous avons des textes qui le prouvent. S'ils ont survécu, c'est qu'il y a certainement une sagesse quelque part. Il ne s'agit pas de s'arrêter là, il s'agit de conforter cela par le génie moderne, mais qui va confirmer une rationalité dont on gardera l'élément le plus favorable, le plus positif. Il y a d'ailleurs des études aujourd'hui qui sont menées, notamment aux États-Unis, pour montrer que les formes de régulation, si vous voulez, des régulations qui peuvent se faire au niveau de l'intelligence communautaire qui est confrontée à des problèmes réels, eh bien, il y a une forte probabilité pour que les solutions qu'elles proposent ou qu'elles ont proposées vont dans le bon sens. Et très souvent, des dispositifs très lourds qui sont mis en place pêchent un peu par leur côté, un peu l'albatros. Enfin, c'est l'aspect juridique, l'aspect bureaucratique qui va s'instaurer va être un élément qui va déréguler en quelque sorte. Hein. Donc il y a ici une sorte d'invitation à faire confiance à ce génie communautaire, à condition de l'encadrer et d'être à ses côtés. Et non pas à le nier en tant que système de rationalité. Et c'est là votre appel, hein, dans votre ouvrage, de dire, mais avant tout, étudions-le. Et si on ne l'étudie pas, on va parler de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va le folkloriser, hein, on va l'estimer au départ parce qu'il n'a pas été pensé dans des structures dites de haute technologie ou de haute pensée. Hein, on va dire, bon, ça, c'est des vieilleries, quoi. C'est presque des chimères. Ça s'apparente presque. C'est le discours des Jacobins. C'est le discours des Jacobins après la Révolution française, qui avait le plus grand mépris pour les régions. Cassons ce qui est les différences régionales, hein, sans tenir compte que ces différences régionales n'étaient pas obligatoirement anti-républicaines ou anti-révolutionnaires. Parfois même, c'était bien le contraire. Vous donnez l'exemple de la Bretagne et de ce qu'en disait Jacques Berck, je crois, en disant, bah oui, mais tout d'un coup, par eux-mêmes, ils vont fabriquer
hein, parce qu'ils se trouvent dans une position excessivement difficile sur le plan économique et tout cela, eh bien, ils ont les ressources par eux-mêmes, hein, d'arriver plus vite. Oui, ça c'est pas Jacques Berck, c'est pardon, c'est Henri Lefebvre. Henri Lefebvre, pardon. Henri Lefebvre, qui est un sociologue d'obédience marxiste, mais il n'était pas il était exclu du Parti communiste. Hein. C'est comme Roger Garaudy, hein, il n'était pas du tout. Bon, enfin, c'était un marxiste, mais philosophe. Il disait, bon, c'était en mai 68, que Oui. la Bretagne qu'il a laissé pour compte de développement à l'intérieur de l'Hexagone, eh bien, c'est là-bas que les virtualités aux gestionnaires vont pouvoir germer, et alors on passe à la propriété sociale la plus évoluée par rapport à l'idéologie privative. Enfin, je ne sais pas, il prendra la responsabilité de sa réflexion. Bon, enfin, oui, parce que dans les régions de France qui sont très saturées, où il y a une forte, un fort enjeu foncier, financier, institutionnel, c'est difficile de faire bouger les choses. Et c'est plus facile de les faire bouger dans des espaces sociaux qui sont plus ou moins subalternes. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout. Regardez par exemple dans le sud, les anciens haratines, qui étaient soumis aux règles de la condescendance des propriétaires. Parce que les haratines n'étaient pas propriétaires. Absolument. Hein. Eh bien, avec le mouvement de scolarisation, avec tout ce qui a été mené comme action en direction des wilayas, etc., eh bien, ce sont ces couches qui ont montré le plus grand dynamisme. C'est là où le taux de scolarisation des enfants était le plus important, y compris chez les haratines de la région du Hogar, n'est-ce pas? Alors que les couches, les hiérarchies supérieures, elles avaient une très grande rigidité par rapport au phénomène. On retrouve ça dans l'Inde au moment de la colonisation anglaise. Exact, hein. Je ne sais pas si vous avez vu le film Salon de musique, d'ailleurs. Oui, on montre très bien. Oui, et puis c'est les personnages de Marivaux, hein, qui arrivent et qui font montre d'un opportunisme qui leur a réussi, etc. Ça, c'était un phénomène des temps. Hein. Bon. Nadia Marouf, les fondements anthropologiques de la norme maghrébine, un hommage à Jacques Berck, c'est paru aux éditions L'Harmattan. Je voudrais quand même, parce que malheureusement on arrive, et oui ça va vite. Ah bon? Et oui, on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais quand même citer d'autres ouvrages qui ont été publiés par l'auteur ou sous sa direction, pour souvent soit chez Sinbad, mais pour le plus souvent aux éditions L'Harmattan. Lecture de je l'ai dit comme cela. Hein. Oui, oui, bien sûr. J'ai fait une sorte de choix arbitraire. Lecture de l'espace oasien, espace maghrébin, pratique et enjeu. Ça, c'était Paris-Alger. Espace maghrébin, la force du local, et ça en collaboration avec Omar Carlier, que nous avons eu l'occasion en Algérie. Il vient souvent faire des conférences. Ou alors... moi, j'ai toujours, sur l'identité nationale, on n'en a pas parlé, mais il y a un chapitre excessivement intéressant dans votre ouvrage sur la question identitaire. Alors, pardonnez-moi l'expression, je vais être là aussi un peu tribal, tarte à la crème ou réalité. Et puis, parce que ô combien d'articles, ô combien de communications ont été écrites sur cette question de l'identitaire, dont j'en appelle les téléspectatrices et téléspectateurs de regarder avec beaucoup d'intérêt ce chapitre. Discours et figures de l'espace public, la ville mouvementée a grand intérêt sur la question de la ville, hein, de Médina. Et puis, culture et métissage, la racine, la trace, la mise en espace, de la folie. Voilà. Entre autres, quelques-uns des titres, pardonnez-moi, Nadia Marouf. Il y a certains ouvrages écrits par des auteurs dont j'ai assuré la direction. La direction, non, surtout la préface. Donc ce sont des cas de figure très différents. Très bien. Hein. Alors, voilà. Tout de suite, on va passer à la chronique Point neuf lecteur avec notre ami Riyad Berkane. Mais juste encore quelques mots quand même. Vous êtes venu sur invitation de l'université de Bab Zouar, Nadia Marouf, pour faire des communications. Oui, quelques cours, dans des cours intensifs. Des cours intensifs, j'ai 9 heures à assurer aujourd'hui et demain. Très bien. C'est pour l'école doctorale sur les zones arides. Ce sont des gens qui sont des scientifiques qui travaillent sur le problème biologie végétale. Et justement, je vais contribuer sur
cet aspect, ce supplément d'âme dont ils auraient sans doute besoin. Alors, nous allons vous réinviter à Expression Libre pour parler cette fois-ci de musique andalouse, parce que vous êtes vous-même encore une fois musicien et que j'aimerais beaucoup faire une émission avec vous, moi qui suis totalement un néophyte, donc j'en apprendrai et évidemment ceux qui nous regardent en apprendront pour beaucoup. Avec voilà. plaisir. Alors, chronique, quoi de neuf, lecteur? Riyad Aberkan, bonsoir. Bonsoir Youssef, Qu'est-ce que ça vous va? proposez? Bonsoir. Bonjour. Ça va? Bonsoir. Pardon. Eh bien, aujourd'hui, mon choix s'est porté sur un livre complètement émouvant, complètement bouleversant. C'est un livre qui va nous faire voyager à travers le XXe siècle, à travers l'histoire familiale, l'histoire du pays et même l'histoire internationale. Alors, c'est l'histoire de C'est Abdelkader, qui est un monsieur qui a beaucoup donné tant sur le plan intellectuel et sur le plan physique. Il s'est sacrifié, il a beaucoup donné à faire pour faire l'histoire de ce pays qui est l'Algérie. Et donc l'histoire commence par c'est Abdelkader, un homme âgé avec ses petits-fils et ses enfants, ses fils et ses petits-fils, à qui essayer de transmettre l'histoire. Et puis, à travers ce récit, l'auteur, qui est Dalila Hussein Dawaoudji, qui va essayer de nous replonger dans cette histoire, dans cette ambiance de l'adolescence de C'est Abdelkader. Alors, C'est Abdelkader, c'est un intellectuel, c'est un amoureux de la culture arabo-musulmane, de l'histoire arabo-musulmane, un intellectuel, un homme généreux, et donc, on va dire, pratiquement le miroir de l'émir Abdelkader. Voilà, pratiquement le miroir de l'émir Abdelkader. On le découvre, on découvre ses passions, sa vie familiale, donc sa femme, qui a aussi combattu à ses côtés pour la sauvegarde de la religion, de la culture. C'était un amoureux de la musique andalouse. D'ailleurs, il puisait tout, un peu comme nous, il puisait, disons, son inspiration, où il trouvait refuge dans cette musique qu'il adorait tant et qu'il essayait de transmettre à tout prix à tous ceux qui connaissaient, à tous ceux qui l'aimaient. Et malheureusement, cette histoire va mal se terminer, en quelque sorte, parce que ce monsieur a beaucoup donné pour ce pays. D'ailleurs, le titre, c'est Naufrage d'une destinée, a combattu, il s'est sacrifié, et a sacrifié même ses proches. Et en fin de compte, pour voir le pays plonger dans une décennie rouge et noire, qui va complètement détruire sa vision, qui va le rendre triste. Et c'est un livre où on retrouve beaucoup de nostalgie, une nostalgie extraordinaire. Ça se passe à Tlemcen, ça se passe également à Mazouna, ça se passe à Oran, qui va devenir la ville de refuge, avec beaucoup de culture de chez nous également, beaucoup d'amour. Et je ne sais pas si on a assez de temps, mais j'aimerais bien finir juste avec... Très vite. Parce qu'elle finit avec une question, peut-on changer un destin? Et là, elle finit avec, comme disait ce philosophe, un peuple ne participe à l'histoire que dans la mesure où il a identifié sa nature fondamentale, sa fin fondamentale, avec un principe universel, et c'est dans cette mesure que l'œuvre qu'il produit constitue un organisme éthique politique. Si seulement le désir qui pousse les peuples à l'action, leur agitation passe sans laisser de traces. Le fanatisme, par exemple, n'est pas une œuvre et ses traces ne sont que ruine et désolation. Voilà. Merci Riyad Aberkan. Rappel du titre. Alors, Naufrage d'une destinée de Hussein Dawaoudji Dalila. Dawaji. Dawaji. Voilà. Et c'est paru aux éditions d'Al-Gharb. Parfait. J'ai eu l'occasion de rencontrer cette dame à Oran. Elle m'a fait part de son livre. À l'époque, il était à l'état de manuscrit, donc je l'avais parcouru. Et effectivement, il y avait cette espèce de transfiguration de l'émir Abdelkader en tant que personnage archétypal, et puis ce Abdelkader du roman. Quoi. Effectivement. Alors, vous l'avez eu en version finale? Je ne l'ai pas eu en version finale. Cadeau. Je me réjouis de savoir que le livre est enfin sorti. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, à la même heure. Rappel du titre, Les fondements anthropologiques de la norme maghrébine, un hommage à Jacques Berck. C'est signé Nadir Marouf, notre invité, et c'est paru aux éditions L'Harmattan, en espérant que, dernier mot, que cet ouvrage sera coédité en Algérie, ou d'autres de vos ouvrages, Nadir Marouf. En tout cas,
pour ceux qui nous écoutent, et qui nous regardent et qui sont à l'étranger, bon, il est trouvable évidemment dans toutes les bonnes librairies. Pour nos téléspectatrices et téléspectateurs algériens, c'est un ouvrage, et les autres ouvrages de Nadia Marouf, vous pouvez les trouver dans les bibliothèques universitaires, donc il faut y aller notamment à la Bibliothèque nationale d'Al-Habba, hein, si vous voulez le consulter. Voilà, merci encore, excellente fin de soirée sur Canal Algérie, à la semaine prochaine. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous.